Pour ce nouvel épisode de l'aventure d'une vie, je vais interviewer le docteur Lawrence Blair, le célèbre anthropologue, aventurier, explorateur, qui a été l'un des précurseurs à découvrir l'Indonésie et ses 14 000 îles, l'archipel la plus grande au monde. Durant cette interview, accrochez vos ceintures, car je vais vous emmener, nous allons vous emmener visiter les coupeurs de tête, des magiciens de Java guérisseurs et également la fameuse légende des hobbits de Florès. Oh, j'avais oublié les dragons de Komodo. Suivez-nous, écoutez attentivement. Ce n'est pas tous les jours que l'on écoute une aventure et une vie pareille. Allez, suivez-moi. Dr. Lawrence Blair, how are you? Très bien, merci. Je suis enchanté d'être ici. Mais il parle français? Un peu. Moi, Je sais pas mais ça va me faciliter l'interview. I practice my English all night long last night and you speak French. I didn't know about that. Okay, I wanted to impress my public. Je voulais impressionner tout le monde avec mon anglais parfait et tu parles français. Un peu. Pas C'est aussi bien formidable. que ton anglais, comme Bon, tu sais. mon cher Laurence, c'est, comment dire, quelque chose de très particulier que de te recevoir et de t'interviewer à Bali aujourd'hui. Merci. Parce que, pour plusieurs raisons que nous allons découvrir pendant cette interview, on peut dire que tu es un personnage hors du commun, avec une histoire hors du commun, et c'est le propre de l'émission d'interviewer des gens qui ont des choses à raconter exceptionnelles, et tu en fais partie. Est-ce que je peux faire un câlin? Oui. J'avais envie de faire ça depuis tellement longtemps. Alors, on va commencer. C'est parti. Tu vas nous expliquer pourquoi tu en es arrivé à devenir un explorateur, un anthropologue, enfin. Donc, s'il te plaît, explique-nous tout. Mon premier mémoire, je suis né en Angleterre en 1942, pendant la guerre. Et mon premier mémoire, c'était pendant le bombing de Londres, cette fois-ci, mon père est revenu de combat sur le front en Afrique du Nord. Et quand les sirènes ont sonné, qu'il arrive des bombes, il ne voulait pas descendre au métro pour se protéger. Il a tourné dans le lit et ma mère était conflictée, elle ne savait pas quoi faire. Alors elle m'a emmené au-dessous de lui. Et restait là. Et c'était l'espèce de sentiment émotionnel que je rappelle de ce moment-là. Tu te rappelles de ce bombes là, de... mes parents ils n'étaient pas d'accord. Et c'est ça que je rappelle d'abord. Ça, c'est ton premier souvenir d'enfance. Oui. Le bombing de Londres. Oui. Eh bien, on va dire que ça commence fort. Ça commençait pas tellement bien, quoi. Bien. Et donc, après ce souvenir un petit peu hors du commun, raconte-nous comment tu as évolué. Quand j'avais 6 ans, mon père, il a été blessé pendant la guerre et les docteurs ont dit c'est mieux de se soigner en France, au soleil là. Alors il a amené moi et mon petit frère qui était 3 ans plus jeune que moi. Moi j'avais 6 ans, il n'avait que 3 ans. Nous allions en voiture à Cannes. Donc Londres, Cannes. Cannes. Et c'est là où tu as appris le français. Oui, 14 ans, mes parents sont émigrés au Mexique. Et je suis allé au lycée franco-mexicain au Mexique. Donc Cannes, Mexique. Voilà. Et mon français est revenu. Là, tu avais 14 ans.
14 ans. D'accord. Mon frère avait 11 ans. Je dis ça car j'ai travaillé beaucoup d'années avec lui. Il était mon partenaire vraiment dans ces films aventuriers, mon frère Lorne, que j'ai perdu ici. Alors, c'était un grand changement. Son prénom, c'était ton frère. Lorne. Les premières aventures que vous avez commencé un petit peu à découvrir ensemble étaient au Mexique. Absolument. Après le Mexique, il me semble que tu as été pour la première fois en Indonésie quand tu avais quelque chose comme 21 ans de mémoire, c'est ça? Oui. Donc, première fois en Indonésie, tu as 21 ans. Première visite à l'Indonésie, c'était une conférence spirituelle bizarre. Et là, j'ai trouvé, ces gens sont extraordinaires, ils savent des choses, ils peuvent faire des choses intérieures qu'on ne connaît pas ou qu'on a oubliées en Europe. C'est à cause de ça qu'enfin j'ai fini avec un doctorat en ce que nous appelons maintenant la psychoanthropologie, qui est l'anthropologie de la psyché humaine, qu'il s'agit des croyances différentes des différents peuples, car ce que nous croyons, c'est la réalité pour nous. Par exemple, quand je suis arrivé ici, ils ne croyaient pas ici que nous avons visité la Lune. Et nous ne croyons pas en Ouest qu'on pourrait marcher au-dessous du feu sans se brûler. Et si nous comprenons les deux que c'est possible, ça fait beaucoup plus grand notre possibilité. Tu les as vus marcher sur le feu sans se brûler. Mais nous allons y revenir. Donc, tu as eu ton PhD à l'âge de 30 ans et tu as décidé avec ton frère, d'accord, Lorne, de partir en bateau, explorer l'Indonésie, qui a quand même 14 000 îles, donc c'est pas rien, et de faire un documentaire à propos des endroits merveilleux, insolites, magiques et mystiques de l'Indonésie. C'est juste à la fin de ton PhD, et là vous êtes parti. Absolument. Et donc là, vous partez avec le bateau. Le bateau, il était déjà en Indonésie. Oui. Et là a commencé le travail de la fameuse série qui a vu le jour, qui s'appelle Ring of Fire. Correct. La ceinture de feu, donc le nom que l'on donne à l'Indonésie. Lawrence, nous allons commencer avec quelques aventures passionnantes qui ont fait ta réputation d'explorateur et d'aventurier. Et j'ai très envie que tu nous racontes comment tu as fait pour rencontrer la tribu des chasseurs de têtes cannibales, les Asmat, c'est ça, qui sont en Nouvelle-Guinée. Alors, je voudrais savoir, déjà, si tu savais qu'ils étaient là-bas, ou si tu es tombé dessus par hasard. Non, on savait qu'ils étaient là. Ils étaient parmi les tribus les plus fameux là, car ils produisaient, si je te... C'est encore plus drôle puisque you knew, tu savais qu'ils étaient là, but you wanted to go there. yes, bien sûr. Bien sûr. Non, over there, il y a les chasseurs de têtes cannibales qui sont là. Oh, ok, on va aller les voir, on va aller leur dire bonjour. C'est pas bien super. Where's my handphone? Il n'y avait pas de portable à l'époque en plus. Non, pas du tout. Incroyable. C'était quelle année? À peu près 78. Ah oui, donc il n'y avait pas du tout de téléphone. Ok, raconte-nous. Alors raconte-nous. Donc tu savais. C'était intéressant. Tu savais qu'ils étaient là-bas. Oui. Avec ton frère, vous décidez d'y aller. Avec deux autres personnes à la fois aussi. Un Belge qui s'appelait Jean-Pierre Dutilleux, assez fameux, comme aussi aventurier. Il s'appelait pas Stéphane Van Hoven? Non. Ah bah non, bien sûr que non. Ok, donc vous étiez 4. 4. Aussi un Américain. Sans le crew. Nous étions... Non. 4 avec le crew. 4 personnes. Ah oui, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein? Pas beaucoup de monde. Vous aviez des fusils? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus dangereux, ça. Beaucoup plus dangereux. Il faut aussi, car ils n'avaient pas des robes. Absolument, ils sont totalement nus. Il faut que nous quittions aussi tous les vêtements. D'accord. Donc vous arrivez avec le bateau. Oui, les missionnaires qui nous ont... Écoutez, d'abord, on savait qu'ils étaient là, car ils étaient assez fameux, car ils produisaient l'art ethnographique le plus valable du monde. Ils produisaient l'art? L'art ethnographique. L'art ethnographique. Numéro 1.
Et puis, deuxièmement, ils n'étaient pas seulement des chasseurs de têtes, mais des cannibales. C'est rare, là, dans le monde anthropologique. On est généralement un ou l'autre, mais pas les deux choses à la même fois. D'accord. Donc Troisièmement, ils étaient fameux pour avoir mangé Michael Rockefeller, le fils du vice-président américain, car il collectionnait son art. Sérieux. En 1962, en collectionnant son art, il est disparu. Et nous avons fait dans notre film l'histoire de ça. il a disparu là-bas. Oui, on les a mangés. Ils l'ont mangé? On les a mangés. Ils ne mangent que des voisins ou des tribus prochains qui ont déjà mangé un de votre tribu. Alors c'est une espèce de vendetta. Et la première fois que les Blancs, le tribu blanc a entré dans leur cercle de vengeance, c'était quand les soldats hollandais ont essayé ont tué plusieurs de ces cannibales avec ces fusils. Alors pendant 6 ans, ils ont attendu la situation, l'opportunité de faire de la vengeance. Avec des Blancs? Avec ce monsieur, avec le pauvre Michael Rockefeller. Alors, c'était déjà bien ça. Ils l'ont attendu pendant 6 ans pour pouvoir se venger et pour pouvoir l'attraper et le manger. Ouais. Rockefeller était le pauvre monsieur, autant mauvais, en l'endroit pas parfait. Il se trouvait, c'était lui le sacrifice pour stabiliser ce... D'accord, pour stabiliser ce problème qui avait été créé et que quand il y a un problème tribal qui arrive dans une tribu, il faut faire un sacrifice. Oui. D'accord. Bon, ok. Quand tu arrives, sur place, et qu'ils sont là, genre là, ils te sautent pas dessus, ils te courent pas derrière. Non, c'est intéressant. Mais c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Non, mais on avait un groupe missionnaire là déjà, qui s'habitait un jour en canot de ces jours-là, de ce village particulier, qui était déjà fameux d'être un peu dangereux. Qu'ils étaient fameux d'être des coupeurs de tête cannibales. Voilà. Mais on avait plusieurs villages là, tout près, qui sont des cannibales. Mais ce village-là, c'était malin. Mais ils ne mangent pas que de la chair humaine, on est d'accord. Ils la mangent parce que c'est un rituel. Oui. D'accord. Et ils ne mangent pas tout, ils veulent qu'un petit peu seulement, c'est suffisant. Ils mangent qu'un tout petit peu, c'est suffisant, d'accord. Genre certains mangent sur le cœur ou les trucs comme ça, quoi. Donc c'est très guerrier en fait, d'accord. Combien de temps vous êtes resté sur place là-bas? Seulement un mois. Oui, c'est suffisant. C'est très bien. Mangeons ce qu'ils mangeaient. C'est déjà un peu long, tu sais, plus que 24 jours. Are you having good dinner? Yes, everything's fine. Mon Dieu. Ah, Mais c'était les missionnaires qui ne voulaient pas que nous restions sur ce village-là, car ça avait une mauvaise réputation. Mais enfin, comme nous avons insisté, c'était notre travail là, ils ont aidé, nous ont emmenés là, dans ces canots, comme on dit. Et on est arrivé là, et de l'autre côté de la rivière était ce groupe de gens. Et les missionnaires n'aimaient pas nous laisser là. Non. Mais nous avons quitté tout notre vêtement. Vous avez enlevé donc tous vos vêtements ils sont tous nus, sauf les choses extraordinaires dans leur visage. D'accord. Et puis ils ont rié ce village comme fou. Peut-être avec justification. Donc vous étiez complètement nus. Complètement nus. Oui. On est d'accord, hein? Oui, 100%. 100%. Comme eux. When in Rome, il faut faire comme les Romains, non? C'est vrai. Ok. Et puis ils sont venus de notre côté. C'est plus facile pour faire griller. Il n'y a pas enlever les vêtements. Incroyable. Alors, les missionnaires étaient choqués. Ils nous ont laissés. Ils ont départi un jour. Ils ont revenu chez eux, les missionnaires. Ils nous ont laissés avec ces gens qui sont revenus de notre côté de la rivière, emmenés là dans leur canot, à grande partie.
Et puis, après plusieurs jours, il adoptait nous. Nous étions des fils adoptés. Lawrence, on fait une partie ce soir dans le camp. Tu veux? You are a guest. Oh, really? On a invité la partie chez les cannibales. Il y a à manger. Oui, il y a à manger. Ah bon, bah ça va. Ça, tu peux voir tout ça sur film. Donc vous aviez un campement, vous dormiez, mais pas avec eux quand même. Dans les longhouses. Vous avez creusé des tranchées, vous avez fait des pièges, non? Non, c'est dans le longhouse élevé, car c'est une monde de boue. Il y a de la boue partout. Oui. Bon, écoute, j'ai l'adrénaline qui pump. C'est comme si j'y étais. C'est toute une histoire extraordinaire. Je regrette que je ne peux pas raconter bien en français. Quel courage. Beaucoup de détails. Quel courage. Merci. Quel courage. Donne-moi un petit peu de ton courage. C'est formidable. Tu m'avais dit que, Lawrence, que ton frère avait été adopté par le chef de la tribu. Chefs. Par On a plusieurs chefs là. Il avait été adopté en tant qu'ami par un des chefs de la tribu cannibale. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, adopter exactement? Adopter, il devient son fils. Alors ça veut dire que toutes ces filles, toutes ces femmes, on avait plusieurs, ce monsieur avait 8 femmes. Il avait 8 femmes. Depuis l'âge de 90 ans jusqu'à 10 ans. Alors il fallait, comment est-ce qu'on dit, sein à chacune de ces femmes. Il fallait qu'il aille, quoi, toucher le sein? Non. Il fallait quoi? Bouche. Il fallait qu'il embrasse le sein de toutes ces femmes. Toutes ces femmes. Et ça, photo de ça est sorti. Embrasser ou... Il fallait qu'il suce le sein de toutes ces femmes. Voilà. Pour pouvoir être adopté. Oui, elles sont ses nouvelles mères. Quel merveilleux peuple. Elles sont ses nouvelles mères. Et cette photo est sortie dans le magasin Oui. Dans le magazine Oui. Elle a fait la photo où il le fait, il fait le rituel de sucer les seins de toutes ces femmes est sortie dans le magazine Oui. Alors, tes fameuses aventures, tes aventures extraordinaires. Et il y a une qui est particulièrement intéressante et qui sort aussi du lot, c'est ta visite à la tribu des Punandayak de Bornéo. C'est bien ça? Oui. La fameuse Rainforest de Bornéo, oui. C'est ça? Eh bien, raconte-moi tout, raconte-nous tout. Comment tu On a à peu près oui, vas-y. 200 tribus à Bornéo. 200. Ils chassaient les têtes tous, sauf un. Ils ne mangent pas, ils ne sont pas des cannibales. Mais ils chassent les têtes. Ils chassent les têtes. C'est la tradition. Un seul tribu qui se croyait dans un dieu de l'amour. Ils ont disparu complètement dans la forêt. Ils se trouvaient très à l'intérieur, tellement à l'intérieur que les autres tribus, on les utilisait pour chercher des matériels qu'on ne trouve pas tellement facilement. D'accord. Des médecins, des animaux, des choses rares. À l'intérieur. À l'intérieur de la fameuse forêt de Bornéo. Voilà. D'accord. Et ils s'appellent les Punandayaks. Les Punandayaks. Et ils ont la réputation parmi les autres tribus d'être des mystiques, car ils croient qu'ils ont deux âmes. Un, c'est le plus matériel, qui nous emporte par la vie matérielle, et l'autre qui s'échappe dans les songes et dans les méditations, qui voit notre route plus clairement. Et on croyait qu'il n'existait plus. Les anthropologues disaient qu'il n'existait plus. Le gouvernement indonésien aussi disait qu'ils existent seulement à l'école, ils portaient des gens, des choses comme ça. Et mon frère et moi décidé d'aller voir. C'est seulement, on peut voir, il faut aller. Alors, 3 mois, on se trouvait dans la forêt. On va aller voir s'ils existent vraiment plus. Oui. Donc vous y êtes allé. Voilà. Au plein milieu de la forêt. Vous allez les chercher. Pendant des mois et des mois. Et on les trouvait. Quand on les trouvait, on était tellement malades, tellement maigres, que c'était eux qui nous a soignés, qui en a donné des choses bizarres, comme des singes à manger, des choses comme ça, des guidemons, des choses comme ça. Et on retournait à la soigner. Mais on a eu des expériences
hors du corps, là, avec eux, assez Vous êtes- extraordinaire. vous êtes- Qu'on trouve dans ce film qui est dans la série Ring of Fire, qui s'appelle Dream Wanderers of Borneo. Les gens qui se naviguent aussi font leur navigation avec l'aide de l'intérieur. Les fameuses expériences hors du corps, est-ce que tu as des hallucinations ou est-ce que tu te vois en dehors du corps ou est-ce que c'est un peu un mélange des deux? Ouais, un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Nous cherchons ces gens perdus avec des Dayak Punan moitié civilisés, qui avaient déjà voyagé partout, qui parlaient plusieurs des langues. Ils sont fameux comme voyageurs à pied, mais ils n'avaient pas vu leurs cousins depuis longtemps. Depuis longtemps, alors Mais ils voulaient aussi nous aider à les rencontrer de nouveau. On peut entrer ce forêt seulement dans la saison de pluie. On peut ascendre les fleuves quand ils sont pleins, quand ils sont pleins, Mais d'accord. c'est à cause de ça que ce n'est pas, jusqu'au présent, ce n'est pas tellement bien exploré, Bornéo. Si on peut entrer là seulement dans la saison de pluie, c'est vachement dangereux. C'est plein des insectes. Mais la saison des pluies, c'est le pire. Oui, c'est le pire. C'est le pire. Absolument. Mais Des serpents. il n'y a que à ce moment-là que tu peux y accéder. Voilà. Parce que les rivières sont comment dire, assez hautes et ça te permet de gagner du temps via la rivière et ne pas passer par la jungle. Exactement. Exactly. Mais il y a le prix à payer que c'est la saison la pire, tu as toutes les bêtes quoi. Nous étions jusqu'à 20 hommes qui apportaient le riz pour tout. Mais c'est fini. Après 2 mois, on n'avait plus de nourriture. Il fallait avec les blow darts, poisonneux, Avec les blow darts pour chercher des singes, d'accord. Puisqu'on vit C'est à quel goût le singe? comme le poulet. C'est pareil comme le poulet en fait. Non, really. Ouais. C'est un peu plus fort. C'est intéressant. Chaque singe est complètement différent. Comme nous, il dit, les asthmates. Car ça dépend de ce que nous mangeons. Au niveau du goût. Oui. Au niveau du goût, les singes sont tous différents Tous de différents, goût. à Parce qu'il y en a cause qui de mangent leur- des feuilles, il y en a qui mangent, il y en a qui mangent de la viande aussi, hein, il y en a qui, d'accord. Exactement. Ok. Tout différent. Bon bah, menu de singe. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ce soir comme singe? Tu veux un végétarien ou tu veux un carnivore? Alors, c'était notre chef, notre tête, notre dirigeant, notre boss, the head of our group, qui disait qu'il ne savait pas exactement où c'était ces gens. Car ils sont des nomades, ils voyagent partout. Ils voyagent. Difficile à Ils trouver. restent jamais au même endroit. Oui. Alors, ils ont décidé d'utiliser leur Dream Wanderer là-dedans. Oui. Il a dormi, il a songé, il a dit « Ah oui, je sais où c'est. » Et il se trouvait. C'est comme ça. Donc ils se C'était sont ça mis, ils comme se sont mis en expérience. méditation Oui. interne, etc. pour essayer de savoir où est-ce qu'ils étaient dans la jungle. Oui. Ils se sont connectés à eux. Voilà. Et donc ils ont cette facilité de se connecter à leur mémoire collective Oui. pour se retrouver. Donc au lieu de faire « Allô, Oui. t'es où ?» On va mettre ta localisation, c'est « Attends, n'en bouge pas. Et c'est intéressant pour les anthropologues. 2 kilomètres là-bas. » Et c'était vraiment ça. Ça Oui. s'est vraiment passé comme ça. Oui. C'est vraiment passé Tu comme ça. promets, hein? Oui, je promets. Bon, et il vous a le promis. verrez dans Il les a promis. films. Mais c'est intéressant par les anthropologues, car on a plusieurs formes de psychonavigateurs. Par exemple, les aborigènes de l'Australie, ils sont aussi des psychonavigateurs. Ils peuvent se réunir loin l'un de l'autre. Ils peuvent se réunir l'un de l'autre. À certaines périodes. Incroyable. Qui sont d'accord. Mais peut-être eux, ils utilisent le ciel nocturnal pour un guide subconscient. Mais les Punan Dayaks de Bornéo, c'est plus intéressant. Ils rarement voient le ciel. Oui, parce qu'ils sont dans la forêt, donc il n'y a pas de... jungle. Et donc ils Alors, sont obligés c'est vraiment quelque chose d'intérieur. d'intérieur pour qu'ils se connectent et se retrouvent. Oui. Et certains animaux Incroyable. peuvent faire ça. On ne sait pas comment est-ce que certains animaux peuvent se réunir avec leur tribu. Poursuivons nos aventures dans le mysticisme cette fois-ci, dans le pur et dur mysticisme, le vrai de vrai, la vraie magie. Celle que les gens pensent qu'il n'existe pas et qui se trompent qu'elle existe parce que tu en as été témoin. Et tu vas nous raconter ta rencontre avec le fameux magicien de Java qui était, il me semble, à Surabaya, c'est ça? Oui.
Alors raconte-nous un petit peu cette histoire. Mon frère et moi, extraordinaire. nous avons passé des mois en cherchant des gens, des vrais magiciens. Des gens qui avaient car des c'est ce pouvoirs qu'on apprend. surnaturels. Exactement. Qui avaient des puissances extraordinaires et tout ça. On se trouvait beaucoup. Aussi, on a trouvé beaucoup de gens qui n'étaient pas vrais du tout. Des faux. Des faux, exactement. Des fakes. Mais on a trouvé quelques-unes qui n'ont seulement étaient réelles, mais étaient extraordinaires et qui se permettaient de filmer. C'était ça la difficulté. Qui autorisait à les filmer. Voilà. Il ne voulait pas le filmer. Car Mais, généralement, c'est très secret ici dans l'Indonésie. On garde ça, on ne dit pas dans le monde si on sait ses puissances. Mais ce monsieur était extraordinaire. Quand on lui a visité plusieurs fois, beaucoup de fois, pendant des années. Il ne nous permettait pas de lui filmer. Il disait que si nous le filmons, oui, l'Ouest ne va pas lui croire. L'Ouest ne va pas le croire. C'est-à-dire que les Western people... Immédiatement, ils croient que c'est faux. Ils croiront que c'est faux, quoi qu'il arrive. Donc, ça ne sert à rien de me filmer. Voilà. C'était ça qu'il disait. Voilà. Et il était un soigneur, c'était ce qu'il faisait. Il soignait les gens. Il soignait les gens. Mais ce qu'il avait appris, c'est une espèce de qigong, une méthode de manipuler les forces yin et yang dans le corps. Et il était tellement fort qu'il avait touché ses patients et il se sautait comme ça. Il fallait avoir quelqu'un qui le pouvait ground them like an electrical force. Il fallait les tenir par les pieds. Il fallait les tenir par les pieds parce qu'il les touchait physiquement ou il mettait juste les mains De temps en temps, il ne même pas les touchait. Il n'a même pas touché, mais ils ont quand même bougé. Et nous croyons, est-ce que c'est quelque chose de psychologique, ces gens, ces patients, ils se croient en lui tellement qu'ils bougent comme ça? Non, quand on l'a essayé nous-mêmes, on ne peut pas. Arrêtez de bouger, comme vous le verrez dans les films. Et les gens venaient le voir pour tout type de mots ou des choses en particulier? Ils avaient c'était des problèmes. C'était des problèmes de maladie, c'était des problèmes de malchance. C'était surtout des maladies physiques. Les maladies physiques. Ils allaient le voir parce qu'ils étaient malades. Absolument. Et ils les guérissaient. Oui, avec tellement de succès qu'il avait beaucoup de gens qui lui voulaient poursuivre. Même le président de l'Indonésie, à cette fois-ci. De temps en temps, nous étions avec lui et un Learjet s'arrivait à l'aéroport tout proche et des généraux venaient immédiatement, il faut que vous nous suiviez au président. Alors, il était un des magiciens du président Suharto, ce monsieur. C'était un des magiciens du président Suharto. Mais son tradition ne lui laisse pas accepter de l'argent. Absolument pas de paiement, on ne lui peut pas payer. Parce qu'il paraît que les gens qui ont un véritable pouvoir ne se font pas payer. Voilà. Ils travaillent que sur donation. Voilà. Un petit peu comme ma femme. Ma femme travaille sur donation. J'attends toujours ma Porsche. Je vais attendre longtemps, je crois. Mais on pouvait lui donner des cadeaux. Alors le président lui donnait des cadeaux d'éduquer ses enfants aux États-Unis. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. J'ai aussi apporté des scientifiques, un groupe scientifique. Il est décédé, ce monsieur. Il est mort. Il est mort. Il est mort au début de Covid, cette fois-ci, il y a 2 ans. Il est mort il y a 2 ans seulement, là. Comment s'appelait-il? Tu as le droit de dire son nom maintenant, parce qu'avant, tu n'avais pas le droit de dire son nom. Oui, il était chinois. Alors, les Chinois, ils étaient forcés de changer leur nom au chrétien ou à islamique. Alors, il a choisi chrétien. On lui disait John Baharuddin. John Baharuddin. Il avait quel âge quand il est parti? 7 ans, il était un peu plus âgé que moi. 70 ans? 90 ans. 82 ans. 82 ans. Il est mort à 82 ans? Oui. D'accord. Bon. Et il disait qu'il est mort un peu tôt car il a trop donné. Il a trop donné, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Tu as vu par toi-même. Je l'ai expérimenté avec lui. Oui, on a poursuivi lui à travers tout Java sur ses procès soignés des autres gens. On a fonctionné comme grounders, tenant les pieds de ces patients. Et on sentait aussi sa force qui nous entrait quand il soignait les gens là.
Donc, ce fameux magicien au pouvoir extraordinaire que tu as trouvé et que tu es témoin que c'est réel, ce grand guérisseur, connu même du président indonésien et qu'il appelait pour ses services, tu as ramené quelque chose de chez lui que je voudrais que mon épouse, par exemple, puisse nous amener. Ah! Wow. Eh bien, tu vas nous dire exactement ce que c'est, n'est-ce pas? C'est un des Tu vas plusieurs nous dire choses. exactement ce que c'est. Voilà, un objet d'art ethnographique. Ok. C'est la tête d'un bâton magique utilisé par un magicien à Lombok. Il avait aussi ces petits compartiments généralement où ils apportaient des herbes magiques, mais cette fois-ci, Ah oui. Qu'est-ce que c'est? c'est un dent de singe qui alors était l'animal spécifique au magicien qui a apporté ce chose. Tu l'as touché avec les doigts. Mais oui. Tu vas être contaminé. Tu vas avoir une contamination de sortilège. Pas du tout. Je te jette mon gris-gris. Et là donc, celui-là, tu connais que je dois dire quoi pour que ça marche? il faut que ça soit comme ça, tu vois, car ça c'était sur comment s'appelle-t-il, beaucoup plus long. Alors ce n'était que la tête de ce bâton qui était plus long. Et celle-là, c'est la femme. C'est une femme. Hein. Elle tient quelque chose dans la main. C'est la déesse Ratu Kidul des mers du Sud, qui est moitié poisson, de temps en temps, une espèce de sirène. D'accord. Elle est très puissante dans la conscience des Indonésiens surtout. Eh bien écoute, je vais ramener ça en salle des ventes. Et je suis sûr que pour cet objet hors du commun et authentique de plus, oui. Nous allons faire des merveilles. Excellent. Merci Lawrence. Et si je pourrais dire aussi oui. quelque chose d'intéressant, celui-là c'est de corne de buffle, mais c'est de la corne de buffle albino, c'est-à-dire les blancs, comment est-ce que tu dis ça en français? Albinos. Albino. Et on peut dire, moi je ne peux pas dire, mais les spécialistes peuvent dire de quelle sorte de buffle ça vient. Okay. Une vraie baguette magique, mesdames et messieurs. Je vous présente une véritable baguette magique. On n'est pas dans Harry Potter là. Là c'est une vraie. Voilà. Merci Lawrence. Je vais ramener ça à Paris en salle des ventes. Mon cher Lawrence, continuons nos aventures, nos explorations. Après la magie, la jungle, les cannibales. I'm a bit tired actually. But let's go through a last one more adventure. Dragon. Exactement. Les fameux dragons de Komodo. Les fameux dragons de Komodo qui, de ma propre expérience, ce n'est pas genre une visite banale d'un endroit touristique. C'est-à-dire que il peut t'arriver un gros problème. Ouais, voilà, il ne faut pas le prendre à la légère. Dangereux, ils peuvent être très dangereux. Mais toi, lorsque tu as été visiter encore avec ton frère, tout s'est bien passé. Oui, nous étions peut-être les premiers gens pour le filmer en couleur. David Attenborough, il a fait un film très extraordinaire sur les dragons de Komodo en 1958, mais en blanc et noir. D'accord, donc personne ne les a vécu là, il a resté là quelques heures, puis ils sont partis, nous avons... Vous êtes resté sur l'île avec eux là. Et donc, vous savez bien que c'est dangereux. Quoi. Puisque la particularité de ce varan, c'est de mordre sa proie, qui lui refile une bactérie préhistorique, parce que c'est quand même des animaux qui ont je ne sais pas combien de centaines de milliers d'années, et il le rend malade. Et il le suit jusqu'à temps qu'il soit épuisé de par sa maladie, et c'est là où il le dévore. Voilà. Et on a découvert récemment, dans ces derniers 3 ans, qu'ils ne sont pas seulement ça, la bactérie dans la salive, mais ils sont des lézards, les secondes ou les troisièmes lézards que nous connaissons dans tout le monde qui sont vénéneux. Qui sont vénéneux. Et alors, il y a 2 glandes ici vénéneuses qu'on peut bien voir. Et les autres lézards sont aux États-Unis et au Mexique, bearded lizard, quelque chose d'autre, des petits lézards comme ça. Mais ce monstre
Oui. aussi. C'est un monstre, c'est un monstre. Et c'est Non, d'accord ça, moi je c'est l'ai un monstre, regardé. avec les griffes grandes comme ça, etc. Et en plus, quand on les voit, ils sont là comme ça, genre Oui. comme ça. Et en Ah. fait, non, quand Ouais, il se quand met à il veut courir, bouger, ils sont très dangereux. ouais, t'as pas intérêt à tomber. Hein. Voilà. Donc vous êtes resté combien de temps là-bas à les filmer? Un mois aussi, au moins. Un mois sur l'île. Car Moi, on ne pouvait pas toujours se sortir. Le bateau ne pouvait pas rester là. Il fallait continuer. Nous ne l'avons pas loué pendant. Komodo est à l'ouest de l'île de... C'était en quelle année? Aussi en 70, En 60, dans les années 70. Oui, avant 90. Ouais, donc vraiment... 80, moi oui. j'y étais récemment, j'imagine pas, à cette époque-là, il devait être en plus c'était très encore sauvage. plus sauvage. Oh. Bon, et donc Komodo est à l'ouest de l'île de Flores, et à Flores, il y a la fameuse... c'est pas une espèce, comment on appelle ça? Oui, c'est une espèce d'humain. Enfin, c'est la fameuse espèce humanoïde qui sont les fameux hobbits. Des anthropologues australiens et aussi, bien sûr, indonésiens en 1901, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Mais ce qui est intéressant est le Komodo Dragon. Le dragon de Komodo, il a été découvert officiellement pour la science en 1910. En 1910, d'accord. On avait beaucoup d'histoires de ça, mais on ne le croyait pas. Jusqu'à officier hollandais a apporté des corps morts de ce dragon à Java. Et puis, c'était comme un mythe qui a... C'était un mythe qui avait des espèces de varans qui faisaient 3-4 mètres de long. Oui. Personne ne le croyait. Voilà. D'accord. La même chose avec ces gens minuscules de l'Indonésie. Il y a la fameux... mythologie des gens petits de toute l'Indonésie. Ils ne mesuraient donc pas plus de 1 mètre. 1 mètre, les adultes. Comme les hobbits du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est à cause de ça qu'on les fameux hobbits qui existent donc, ils étaient de Flores. Oui. C'était une communauté. Et ce qu'ils mangeaient, intéressant, c'est des éléphants minuscules aussi, mais suffisamment grands pour eux, comme éléphants, et des rats énormes, des rats gigantesques. Et les éléphants ont disparu, ces gens, les hobbits, ont disparu, mais toi et le rat géant existent encore. Le rat géant existe encore? Le plus grand du monde se trouve à Flores. Combien il mesure? Son corps comme ça, avec son queue avec comme la queue. ça. C'est un vrai rat géant. Et on sait qu'il mangeait ces rats. Et tu t'imagines si tu avais un mètre d'auteur et le rat était fait plus 1 mètre. long Ah oui. encore. C'est comme un léopard. Oui, non, mais bien sûr, il devait. Oui. Alors, j'imagine pas quand même l'homme de Flores entre les dragons de Komodo de 4 mètres de long, les rats de. Donc, c'est un petit peu compréhensible qu'il ait disparu, quoi, parce que. Voilà. Tu peux pas survivre dans un environnement aussi. En plus, c'était à quoi? Peut-être que 10 000, 20 000, 30 000 ans, tu penses? Qu'ils existaient là, ils croyaient 10 000 ans. 10 000 ans. Mais maintenant, peut-être un peu plus long. Un peu plus long, ça. Je pense, aussi. Mais si c'était. Mais quand même dans la même époque que Homo sapiens, que nous, alors on se rencontrait. Nos ancêtres directs de Homo sapiens avaient Homo floresiensis, comme il s'appelle. L'Homo floresiensis. Et comment est-ce qu'ils ont disparu? On croit que nous les mangeons. Nos ancêtres. Tu crois que les ancêtres les ont mangés? C'est ce qu'ils croient. Eh ben dis donc, quelle aventure. Et également, en parlant d'aventure, tu as emmené des personnalités très connues en exploration avec toi, comme notamment Mick Jagger et David Bowie, si je ne m'abuse. Tu as eu l'honneur et le privilège de les avoir avec toi, ou ils ont eu l'honneur et le privilège de vivre des aventures avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter quelques petits détails avec Mick Jagger? Si on commence par Mick Jagger. Oui, au commencement, le film est sorti en Amérique et aux États-Unis et aussi en Europe en 1988. Et ce Noël, Mick Jagger a donné comme cadeau de Noël à David Bowie Ring of Fire, le film. Il lui a offert Ring of Fire. Et David Bowie a donné à Mick Jagger le même cadeau. Ah bon? Alors, ils se sont auto-offert le même cadeau. C'était très populaire, beaucoup de chance. Et quand ils sont arrivés, c'est à cause de ça qu'ils ont décidé de venir à l'Indonésie. Mais attends, beaucoup de chance en parlant de... On va juste faire une petite parenthèse. Ce que nos spectateurs ne savent pas, c'est que tu as tourné Ring of Fire et que tu as mis 20 ans avant de pouvoir réussir de le commercialiser. Et ça,
tu as quelque part le couronnement du succès de ta série par Mick Jagger et David Bowie, qui sont quand même deux références artistiques et pas des moindres, c'est pas des starlettes d'occasion, hein, qui s'auto-offrent tous les deux ce cadeau de toi. Beaucoup de chance. Et avec Mick Jagger, je les ai apportés. C'est formidable, j'adore, j'adore. Avec sa femme, bien sûr, à cette fois-ci, c'était Jerry Hall. Jerry Hall, bien c'est la sûr. femme de Mick Jagger, oui. Oui, la femme de Mick Jagger à cette fois-ci. Et on les a menés à la Nouvelle-Guinée, à plusieurs îles où nous avons déjà visité. Chez les cannibales? Sur les cannibales. Tu les as emmenés voir les cannibales? Pas au village même. Ah non, pas au village même quand même, parce que à mon avis, Jerry Hall... Ouh, Jerry Hall. Elle était blonde, je crois, elle était blonde en plus. Une blonde dans le village des cannibales, à mon avis, ça doit... David Bowie, tu l'as emmené où? Sur son mariage, son honeymoon. Avec Iman, avec le beautiful Iman. C'était Iman. À Java, à Solo, au cours de Solo et aussi à Borobudur. Pour le honeymoon. Pour le honeymoon. Et à Borobudur, que j'ai visité aussi en honeymoon avec mon épouse. Exactement. Et j'ai beaucoup vu des deux ici, restés ici assez longtemps à Bali. J'ai emmené partout Bali. Et je me suis beaucoup amusé avec les deux, franchement. Oui, beaucoup de chance. Je suis jaloux. J'allais rester avec j'avais l'intention d'aller à New York, allé rester avec David Bowie peu avant qu'il est mort. Je ne savais pas qu'il était tu te rends compte qu'il est tellement Tu avais malade. été dans sa maison à Bali? Ah oui, bien sûr. Bien tu as fait la fête un peu? Il est venu à la mienne aussi. Tu as fait des fêtes un peu là-bas? Ah oui. C'est vrai qu'il s'est fait disperser ses cendres dans la vallée de Ubud? Oui. Oui, c'est vrai, c'est pas un mythe. Ouais, j'avais dit ça et tout le monde, personne ne me croyait. Il s'est marié à Ubud. On avait deux deux étrangers, là, moi et ma femme, comme best man et best woman. Tous les restes étaient des gens du village, là. Mais c'était très beau. Ce n'est pas une légende que c'était un homme extraordinairement gentil, David Bowie. David Bowie, oui. Il devait être un petit peu moins colérique que Mick Jagger. Mick Jagger devait peut-être un petit peu plus colérique. Mick Jagger aussi, il est charmant, je l'aimais bien. Mais David Bowie, on voit vraiment la... Oui, David Bowie est plus éduqué, il lit beaucoup, il est plus intellectuel que Mick... que Mick Jagger. Mick Jagger est plus rock'n'roll, en fait, quelque part. Rock'n'roll. Il est plus rock'n'roll. Ben, il est charmant quand même. C'est Mick Jagger, whatever. Excellent, disons. Whatever. Sur l'expédition, il était merveilleux. Bon. Eh bien, intéressant, tout. Un grand plaisir de terminer sur ces stars. Et puis, on va aller faire un petit tour avec nos femmes dans ta galerie photo que tu exposes au Kempinski. Merci, très bien. Et bien voilà, nous y sommes. C'est donc la fin de l'émission, l'aventure d'une vie avec notre aventurier, explorateur, anthropologue, le docteur Lawrence, the star amongst the stars, Lawrence. Thank you. Merci beaucoup Lawrence pour cet entretien. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était excellent, c'était énormément. C'était formidable de faire une rencontre un petit peu plus approfondie, c'est le cas de le dire, de toutes tes aventures. Merci. Et Lawrence, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.